Afrika mobimba tokangi maboko tozali kotala bana basili na kokende bana basili na kotekama na banguna tolati mokuya ata maloba te Congo na panafrika maleli Kalamunwa ujangombe wameno wayuku bikola bambanda yoleli Kala inwa ke jangombe ya munu majaya yani nunda bambanda yoleli Monokona yese ya ngombe Oyo yanga se ya ndunda pambanda yoleli Forum FM Radio Forum FM 105.8 Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille des hospitaliers. Maxime Chassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Le Forum Radio-Télévision des droits de l'homme est un média qui favorise la bonne gouvernance et l'état de droit, et non un outil qui incite à la haine. Nous avons la vocation de dénoncer les abus du pouvoir et les violations des droits de l'homme. Na Pointe-Noire, na Bolivie, et la Château, na Kinshasa, Lumumbasi, Kisangani, Peba circule. Et la Gabon, na Cameroun, na Centrafrique, et la Soudan, et la Tchad, Nigeria, et la Togo, na Dahomey. Ghana, la Guinée, la Mali, Libéria, la Côte d'Ivoire, Mauritanie, la Sénégal, et la circule.
Nitwani ya biya kwa yena Zambi chele kame mwana na bayula Zengolo Eno nitwani ya biya kwa yena Wenda ni kundingi lwa saya Eno na ika yepo abukaka Zengolo Eno nitwani ya biya kwa yena Mikambo na dinga mpasi mumba Kana nitwani ya pepa kwa jina kama pula Zengolo Eno nitwani ya biya kwa jina Bonjour et bonsoir. Alors nous poursuivons l'évocation des 60 ans de l'indépendance du Congo. Et nous sommes sur la partie concernant l'affaire du Diawara et Mumazalaï. Dans cette affaire, nous avons déjà introduit et nous avons également parlé des premières auditions, dont celle d'Ambroise Mumazalaï. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'implication de la vedette congolaise de la chanson, l'artiste musicien Franklin Bukaka, et qui a été impliqué dans cette affaire-là et dont les témoignages sont donnés par quelques personnalités qui ont été interrogées par la commission d'enquête. Il s'agit de Balosa Ange, dit Belouz, et de Maïtoukou Antoine, l'adjoint maire de l'arrondissement de Bakongo, et de Malonga Minimbu Saturnin, Jean Saturnin, alias Dudip. Oui, en effet, nous allons parler de Franklin Bukaka. Nous profitons donc de cette occasion également pour lui rendre hommage, parce que en cette année 2020, le 10 octobre, il aurait pu avoir 80 ans, parce qu'il est né le 10 octobre 1940 à Bakongo-Brazzaville. Il est mort assassiné dans la nuit du 24 au 25 février, comme vous le savez, après avoir été extrait de sa cellule de l'état-major où il était gardé depuis le 22 février avec Élie Théophile Itsou. Guy Kimfusia les avait rejoints, puis le 24 février, lorsqu'il a été interpellé à la gare de CFCO de Brazzaville, de retour de Pointe-Noire, où il devait rejoindre les autres putschistes en mission pour neutraliser Marien Ngouabi, comme le mentionnent les auditions. D'ailleurs, là, vous avez suivi une du sous-lieutenant Henri Pumba. Dans notre présentation de la première audition. Et aujourd'hui, nous allons vous parler justement de ce témoignage de Balosa Ange. Si le lieutenant Guy, Romain Kimfusia et Ekondi ont échappé sur la route de leur exécution sommaire pendant l'arrêt au PSP de Texaco pour Ekondi et pour Kimfusia au champ de tir, Franklin Bukaka et Élie Théophile Itsou n'ont pas eu la chance de s'évader ou de sortir du véhicule pour échapper au peloton d'exécution conduit par Abouya cette nuit du 25 février 1972. Alors donc, Guy Kimfusia, le Syrien, il s'échappe du champ de tir, il va atteindre Yoro, où il se déguise en fou, avec des habits en lambeaux. Il réussira à atteindre Makelekele au petit matin, avant de quitter Brazzaville, une semaine après pour Kinshasa,
via le petit village de Lukami. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105. Les exécutions sommaires de Franklin Bukaka et Élie Théophile Itsou, brillants cadres du PCT, ont révolté la communauté nationale et internationale, alors que se déroulaient des auditions de putschistes détenus soit à la maison d'arrêt ou à l'état-major. Yombi Opango, chef d'état-major de l'armée populaire nationale, et Sassou Nguesso, chef de la police politique, avaient imposé leur loi. Ainsi donc, ils avaient envoyé à Boya d'aller les exécuter. Franklin Bukaka, on peut dire, avait-il trop parlé avant le coup d'État? Avait-il indirectement trahi ses nombreux contacts? Ou à cause de son engagement affirmé pour la révolution et la dénonciation de ceux qui préféraient le caviar, la bonne chair, le champagne à ceux qui étaient des pauvres mangeurs de végétaux, qui n'avaient presque rien dans leurs assiettes? Vous vous souvenez de la chanson Diabikola, où il fustige les dirigeants qui effectivement vivent aux dépens des populations qu'ils maltraitent. Bon, dans ces chansons qui étaient très engagées, vous avez suivi qu'il était pour les prolétaires. Lorsque le 26 février 1972, Maître Moudile Masengo, en tant que vice-président, va s'insurger et dénoncer cette pratique de soustraction totale des détenus au contrôle du gouvernement, il va demander de sanctionner les auteurs justement de cette soustraction, c'est-à-dire Yombi et Sassou. Sassou va se fâcher et menacer avec son arme, on dit le nom, Masengo. Il n'osait pas l'affronter verbalement ou bien avec des coups de poing parce que, on dit le nom, on sait très bien, était adepte des arts martiaux. Tout était sournoisement rentré en ordre, ce que d'ailleurs je regrette. Henri Lopez, un jour, il faudrait qu'il témoigne de tout cela parce qu'il a été auteur de certain nombre de faits et de ce qu'il a vu, de ce qu'il a également provoqué comme tension entre Modi Leno et puis Ngouabi, compte tenu de ce qu'il avait rapporté, et ça on en reviendra plus tard. Ngouabi donc n'épaule pas son vice-président, mais se penche plutôt du côté de son protégé et marabout, qui lui apporte les fiches sur les pseudo-coups d'État, qu'il se disait rêver grâce justement au calculateur agent de l'impérialisme, Sadiq Sassou. C'est donc à juste titre que Maître Moudile Masengo qualifiera les discours de Ngouabi comme un lent écoulement de bave sur le passé de notre pays. Un long crachat d'ailleurs lancé par un nain vers le ciel et qui lui retombait constamment vers la figure. Maître Moudile Masengo, atteint par ces multiples vagues de méfiance de Marie Ngouabi, qui préfère se cramponner dans son tribalisme et son nordisme, en âme juridique, le vice-président donc du Conseil d'État choisit l'exil le 5 août 1972, alors que le maquis du Diawara battait encore son plein. En effet, n'ayant plus l'assurance morale et d'optimisme pour continuer avec ce pouvoir, le premier avocat congolais et africain en France va écrire à Ngouabi dans sa lettre de démission du 5 août 1972 une très belle phrase que je garde d'ailleurs en mémoire. J'ai l'âme trop fière et juridique pour me complaire dans la médiocrité confuse et vivre dans le conflit des textes et des situations. C'était donc inadmissible pour Maître Moudile Masengo, qui mentionnera plus tard la question de l'antagonisme nord et sud dans ses différentes publications, et notamment première d'entre elles, il s'agit de l'escroquerie idéologique. Cet antagonisme était devenu donc viscéral, subjectif,
était en train d'échapper à l'esprit pour se répandre dans les veines. Sassou le guerrier Mboshi avait déjà pris ses marques en tant qu'agent de l'impérialisme, en menaçant Mugileno de Bangwabi, voulant même prouver qu'il n'y avait plus de considération d'ordre intellectuel, mais plutôt œuvrer pour l'approfondissement de la séparation du fossé entre citoyens d'un même pays, entre ceux du nord et du sud. Et c'est ce que nous allons vivre après l'assassinat de Marie Ngouabi, comme le dit Mugileno, le fossé est parti de là. Et d'ailleurs, nous allons revenir sur ces différentes évocations, puisque nous allons consacrer une dizaine d'émissions sur la prise de pouvoir de Sassou jusqu'à nos jours, avec l'intermède de Pascal Issouba qui va durer presque 5 ans. Alors donc, Maître Mugileno, que je continue de rendre hommage, choisira quelques mois après le chemin de l'exil, avant de faire ce constat amer dans son livre « L'escroquerie idéologique » que j'ai cité. Donc, et d'ailleurs, il y a une très belle phrase qu'il a dit, ce n'est plus une justice, mais une chasse à l'homme et aux cadavres qui se déroule au Congo. Et ce ne sont pas des exécutions qui se produisent, mais des abattages, suivis des fêtes macabres. Et ça, on le sent, puisque Sassou, il aime ses opposants que quand ils sont morts. Et la preuve en est que les conditions dans lesquelles il a placé le général Jean-Marie Michel Mokoko sont des conditions humiliantes. Bref, en avril 1973, d'ailleurs, les corps abattus de Diawara et Ikoko ont été exposés et promenés dans les rues et au stade des heures durant, afin que chacun voie le sort qui attendait tous ceux qui voulions prendre le pouvoir du Nord. Et on l'a vu plus tard, les massacres aux poules ont été bien revendiqués publiquement par les officiers généraux de pacotille comme Jean-Dominique Okemba. Et telle nuit, des personnes sont enlevées et retrouvées cabossées ou mortes. Tel matin, ce sont les enfants qui sont suppliciés et retrouvés morts dans une prison à Pila, non loin de la résidence de Sassou, sur le terrain confisqué à la TC. Tel midi, on retrouve les corps ruisselants de sang, de poussière, des jeunes qui sont parfois mutilés. Tel minuit, on abandonne des corps à la mort, des corps qui disparaissent dans les morgues ou remplacés par d'autres selon les instincts tribaux et usages ancestraux du royaume d'Oyo. Ces spectacles ne sont ni plus ou moins que des nouvelles formes de cannibalisme. Mais nous allons revenir sur ça. Donc, suivez maintenant comment Franklin Bokaka a été impliqué dans le coup d'État avec l'audition de Balosa Belloz. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Alors, la commission d'enquête fait comparaître Balosa Ange. Balosa Ange n'est pas méconnu du public qui ont suivi l'évocation de l'indépendance, puisqu'on a fait allusion à lui en tant qu'agitateur, celui qui s'est promené dans tous les arrondissements pour sensibiliser les jeunes afin d'aller au palais présidentiel pour réclamer la démission du président Fulbert Youm. Alors, il se présente. Je me nomme Balosa Ange. Je suis congolais. Je suis né le 8 mars 1939 à Bakongo-Brazzaville. Je suis fils de Ntari Guillaume et de Nkendi Cécile. Je suis comptable principal, chef de service de recouvrement à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Je n'ai jamais été soumis aux obligations militaires. Je n'ai jamais été condamné, mais j'ai été détenu préventivement pour menées subversives en 1960. Je suis domicilié au numéro 68 de la rue Kinwani Eugène. Je suis marié officiellement à la nommée Nkele Albertine, père d'un enfant. Alors sur les faits,
Balossa Ange dit ceci. En 1967, de retour d'un stage à Paris, j'ai repris mes activités au sein de la JMNR, la jeunesse du Mouvement National de la Révolution, où je devais être élu comme premier vice-président chargé de l'information, propagande et organisation à la Fédération 6 Bakongo. Le bureau se composait à l'époque de 10 membres, avec à sa tête Aristide Massamba comme président et également commissaire politique de la milice, et Antoine Maïtoukou, chargé de la trésorerie, Samba, chargé de la sécurité, Banzouzi et Jean de Dieu, chargé de loisirs et sports. Lors du congrès tenu la même année et au cours duquel Méry Martin devait l'emporter sur Ombessa André, un résultat qui fut contesté par le bureau politique du MNR à l'époque, parce que, entaché d'irrégularité, il avait été mis à la tête un directoire composé de 5 membres. Son président était Ange Diawara et les membres Ndala Graï, Pungi Ange, André Ombessa et au Congo Nicolas. Je venais quant à moi d'être nommé par le directoire commissaire exécutif chargé de l'idéologie et propagande, travaillant sous les ordres de Congo Nicolas. C'est à ce titre qu'avec celui-ci, je me suis rendu au stage de formation idéologique de Fort-Roussé, qui avait eu lieu de décembre 1967 au 5 janvier 1968. Au conseil exécutif, il y avait entre autres Matumpa Polo, Onanga, Obami Itu, Ngaziami Eli, Mbani Antonin, Pambou Pierre-André et Mafuta. Je précise que c'est à cette époque-là que j'ai fait également la connaissance de Maxime Debeka, alors chargé de la culture. Lorsqu'interviendra le mouvement du 31 juillet 1968, j'ai cessé mes activités de militant parce que les responsables, dont Diawara, Kombo Mationa, Matumpa Polo, Maxime Debeka, ne m'y avaient pas associé. J'ai été notamment déçu par ce fait que le camarade Diawara, qui lors des événements était constamment avec la Fédération 6, accompagné de l'ambassadeur de Cuba, les a abandonnés, d'où le coup du Biafra. Et lorsque les activités politiques auront repris leur train à la Fédération 6, désormais arrondissement 2, avec cette fois-ci à la tête le camarade Maïtoukou Antoine et Franklin Boukaka, ceux-ci m'inviteront à militer avec eux, ce que j'ai toujours refusé pour des raisons susmentionnées. Toutefois, à l'installation des comités révolutionnaires dans les entreprises d'État, j'ai commencé à aller de temps en temps au siège de l'arrondissement. C'est ainsi qu'un jour, le camarade Franklin Boukaka me dira que les enquêtes effectuées sur moi montrent que je suis resté un militant intègre. Aussi, au début du mois de janvier 1972, avec l'arrivée de l'orchestre Aragon, je m'étais proposé comme interprète. Le camarade Franklin Boukaka était le responsable. Il me dira au cours d'une conversation qu'un coup d'État était en train de se préparer, dirigé par le commandant Yombi et le capitaine Sassou, et tendant à renverser le président à la suite de récents remaniements au bureau politique, au comité central et au conseil d'État. Également au sein du parti. Les forces révolutionnaires se devaient donc de contrecarrer le coup. Celle-ci avait à la tête le lieutenant Ange Diawara, lequel, sur une base strictement idéologique, avait gagné la confiance de certains officiers comme Ikoko, Bongo, Camille, Mundelengolo et les unités tactiques du BI et du GIA, ainsi qu'une partie du génie. En outre, l'artillerie et le régiment blindé n'étaient pas gagnés à la faveur du contre-coup. Mais le lieutenant Diawara et son équipe pensaient que, compte tenu du travail idéologique effectué par Matumpa Polo à l'artillerie et Maxime Debeka au régiment blindé, ceux-ci, une fois les choses au point, devraient nécessairement marcher. On a cette vie
Mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Ça devient passionnant. Forum FM 105.8. Vers fin janvier, le camarade Franklin Boukaka m'entretiendra encore à ce sujet. Il me précisera que le coup aura lieu début février, après la célébration des fêtes de la jeunesse. Auparavant, il m'avait fait savoir que le coup du commandant Yombi et le capitaine Sassou devait avoir lieu le samedi après le match Congo-Botafogo. Ainsi donc, le samedi 19 février 1972, vers 14h ou 15h, il me dira que le coup aurait lieu probablement dans les 24 heures qui suivent et qu'il fallait faire attention de ne pas en parler pour que le président ne soit pas au courant. À cet effet, donc Matumba Mpolo et l'autre camarade dont j'ignore le nom s'étaient rendus à Pointe-Noire clandestinement pour arrêter le président et éviter qu'il ne parte pas pour le Gabon. Je précise que Franklin Boukaka ne m'a jamais associé à ses desseins et que ce n'était qu'à titre d'information qu'il me communiquait ces différentes nouvelles. Je précise que vers mi-janvier, début janvier plutôt, j'avais tenté de voir le camarade Nzé à son domicile un matin, mais c'était pour porter à sa connaissance les faits suivants. Il avait été rapporté que j'avais eu à dire à Martinez que l'orchestre Aragon faisait du chantage, ce qui aurait provoqué le mécontentement de l'ambassadeur de Cuba, lequel aurait vu le camarade Nzé pour protester. D'où des explications s'est posées pour ma part, le camarade Nzé ayant dit que j'avais raconté des insanités à l'endroit des Cubains. C'eût été pour moi l'occasion, si j'avais réussi à rencontrer le camarade Nzé, de lui faire part de certaines informations que je détenais, entre autres, notamment le problème afférent au prochain coup. Une fois donc que Matumba Mpolo et l'autre auraient arrêté le président, ils informeraient immédiatement Brazzaville afin que les opérations soient déclenchées. Le dimanche 20 février à 13h, Boukaka est venu me voir à domicile et m'a dit que la nuit des longs couteaux, selon sa propre expression, allait avoir lieu dans les 24 heures. Je lui ai alors posé la question de savoir comment allaient se dérouler les opérations. Il m'a répondu ceci: le coup va avoir lieu le jour à partir de 10h. Les opérations seront déclenchées depuis la base par un meeting que tiendra le nommé Oluka Jean-Pierre, qui aurait assisté à toutes les réunions tribalistes tenues par le président. Le meeting sera par la suite retransmis en direct à la radio pour créer une certaine situation dans les masses. Et partant, les responsables politiques et militaires qui bougeraient seraient arrêtés par les forces révolutionnaires. Boukaka me quittera tout en me rassurant qu'il me rencontrera ce soir pour les informations complémentaires. Le soir, vers 21h, en passant par l'arrondissement 2, j'ai vu Boukaka. Celui-ci m'a demandé de l'accompagner chez lui. Devant sa porte, il m'a dit que Matumba Mpolo était bien arrivé à Pointe-Noire et qu'au niveau de Brazzaville, il s'était présenté les difficultés des dernières heures dues au fait que Kavandé était déjà au courant du coup alors qu'il ne devait pas en savoir mot. Contrairement donc à ce qui était prévu, a-t-il ajouté, il passera me chercher. Boukaka n'est plus repassé me chercher et moi, je ne me suis pas rendu à l'arrondissement parce que je n'avais pas foi à se dire. Le lundi matin 21 février, je me suis rendu au domicile de Franklin Boukaka et lui ai posé cette question. Et le coup? Il m'a répondu que s'il ne s'était pas réalisé, c'est parce qu'à Pointe-Noire, le travail n'avait pas été fait. Pour cela donc, l'on a dépêché Kimfusia pour lui donner plus de renfort, et mieux même. C'est lui qui dirigerait les opérations. Ce même lundi, en allant déposer Madame Massamba Georgette, épouse de Aristide Massamba, après le travail à 13h, celui-ci m'a entretenu pour la première fois du coup. Il m'a dit tout simplement que ce soir, les forces révolutionnaires avec le camarade Diawara allaient faire un coup d'État. Je précise que le matin, lorsque j'avais vu Franklin Boukaka, celui-ci
m'avait également dit que le coup d'État allait avoir lieu ce soir. Le mardi 22 février à 1h30 du matin, les camarades Moutsila Benoît et Bouanga Jacob sont venus me réveiller. Le premier m'a dit que le coup était en bonne voie. Il a ajouté que le commandant Yombi, le capitaine Mwasi Pousso et Kamba Elombe, d'ailleurs, étaient déjà arrêtés. Il ne restait plus que les lieutenants Nyombela et Ngolo, qui pour le premier était introuvable, pour le second se trouvait avec ses hommes de troupe, et comme tel, l'on ne pouvait pas mettre la main sur lui. Il m'a demandé si j'avais une arme et si je voulais bien partir avec eux. J'ai répondu non à ces deux questions. Vers 4h du matin, je me suis rendu à l'arrondissement pour savoir ce qui se passait exactement. Là, j'ai trouvé Nkombo Matsona, Itsou, Franklin Bukaka, Maïtoukou Antoine et Kimpo. Lorsque l'alerte a sonné, j'ai vu venir un certain nombre de gens, dont Ganga Zanzou, Pambou Pierre-André, Madame Bouanga, présidente de l'URFC, Madame Makaya du Trésor. Ces deux dernières ne sont pas restées longtemps, elles sont reparties après. J'ai également vu Ndalagraï à bord de sa voiture en compagnie d'une femme. Il nous a invités à garder notre sang-froid et a promis repasser. Mais il n'est pas repassé. J'ai vu aussi Zobi Basile avec un groupe de camarades armés à bord d'une VW. Ils sont rentrés au siège de l'arrondissement et au moment de repartir, Atondi Lekas a donné l'ordre aux miliciens d'arrêter un des garçons qui était avec Zobi. Zobi est descendu de la voiture et s'adressant vers moi, il s'est écrié en ces termes. « Qu'est-ce que c'est cette affaire? C'est de la confusion. On arrête les gens n'importe comment ?» Je lui ai alors dit que je n'avais rien à y voir et qu'il fallait s'adresser aux responsables qui, dans ce cas précis, étaient d'un point de vue militaire, Maïtoukou, et d'un point de vue politique, Franklin Bukaka. Le responsable de la jeunesse, également Itsou, le commissaire politique. Sur intervention de Nkombo Matsona, ils ont été libérés, précisant que Zobi était entièrement sous leur contrôle. Quelque temps après, j'ai vu du haut du premier étage de la maison commune où je me trouvais venir les camarades Nzé, Lopez et Moudirino qui devraient être gardés pour leur sécurité à l'arrondissement 2. Les responsables du arrondissement ont dû certainement dire qu'il n'y avait pas de place pour ceux-ci et donc qu'il fallait les conduire ailleurs. Ils sont donc repartis à bord de la 404 de Lopez, mais je les ai vus revenir avec Ndebeka. Celui-ci repartira avec eux à bord d'une jeep montée par les miliciens vers une destination inconnue. Par la suite, j'ai appris qu'ils étaient gardés en otage au BI. À partir donc de l'arrestation de ces responsables, j'ai été déçu et je suis rentré à mon domicile. Entre 13h30 et 14h, je suis retourné à l'arrondissement. J'ai trouvé dans le bureau du maire Noumazala, Itsou, Pambou Pierre-André et quelqu'un d'autre que je n'ai pu identifier. Méditant sur la situation, Noumazala cherchait à téléphoner Nzabila, ayant appris que l'état-major était déplacé au BI. J'avais vu l'adjoint au maire de Makelekele avec un groupe restreint des miliciens qui s'étant arrêtés quelque temps devant l'arrondissement 2, scandaient les slogans. Le maire disait « Abba Marien, vive Diawara, vive Gimboala ». Puis ils ont continué sur l'avenue des Trois Femmes pour déboucher sur l'avenue de Bradin. En conclusion, je dirais que tout ce que j'ai su sur le coup de Diawara l'a été grâce aux informations de Franklin Bukaka. Je précise qu'en aucun cas, je n'ai eu l'intention d'adhérer à ce mouvement. Sans doute, Franklin Bukaka voulait, en m'informant, faire de moi un agent propagandiste de Diawara et son groupe, surtout au niveau du Bas-Congo. Ceci s'explique même par le fait que Maxime Ndebeka cherchait à me contacter. Je l'ai toujours évité jusqu'au moment où se produit le coup. Quoique Massamba Aristide m'ait entretenu de ce coup 24 heures auparavant, je précise que je ne connais rien de leurs agencements
et des moyens logistiques dont ils pouvaient disposer pour faire leur coup. Et si moralement j'ai à me reprocher quelque chose, c'est le fait d'avoir gardé ces informations pour moi et ainsi d'avoir manqué de perspicacité pour n'avoir pas aussitôt tenu au courant les responsables, ce dont naturellement je me répands en faisant mon autocritique dans l'état où je me trouve actuellement. C'est tout ce que j'avais à vous déclarer. Dans procès verbal, qu'après lecture faite par lui-même et après avoir déclaré persister, le nommé Balosa Ange signe avec nous, l'officier de police. Mentionnant, il y a une mention en plus, mentionnant qu'après lecture, M. Balosa Ange nous a demandé de porter le rectificatif suivant. Au lieu de menace subversive, lire affaire de complot communiste. Dans mention que l'intéressé signe avec nous, officier de police. Moi j'aime. Flashback. Forum FM 105. Flashback. Souvenir. Après donc cette déposition de Balosa Ange, nous passons à celle de Maïtoukou Antoine, l'adjoint au maire de l'arrondissement de Bakongo. Alors, ce jour 25 février 1972, nous aussi sous-signés, bon, ils n'ont pas mis les noms des officiers de police judiciaire en service à la compagnie des postes de police militaire, membres de la sous-commission d'enquête rapportant les opérations suivantes que nous avons effectuées agissant en uniforme et conformément aux ordres de nos chefs. Préambule donc, le 25 février 1972 à 9h au bureau de l'état-major, poursuivant notre enquête entendant Maïtoukou Antoine, âgé de 31 ans, né le 15 octobre 1941 à Yanga, district de Boko. Fils de feu Tsotsa Mbote, Marie, adjoint au maire de l'arrondissement 2 à Bakongo, demeurant casque numéro 766, avenue de la gare routière à Bakongo. Marié, père de 2 enfants de nationalité congolaise, non recruté, se disant jamais condamné, qui déclare « Je suis membre du Parti congolais du travail ». La première question qu'on lui pose, dites-nous ce que vous connaissez sur le coup d'État manqué du 22 février 1912. Réponse de Maïtoukou. Depuis un certain temps, un bruit courait selon lequel le commandant Yombi devait faire un coup d'État. Nous avons eu à discuter de cette question à l'arrondissement et la conclusion était que ce bruit était nul et non avenu. Le lundi 21 octobre 1972, j'étais officier de permanence à l'arrondissement. Mardi matin, vers 3h, je vois apparaître une Land Rover de la PN pilotée par le sous-lieutenant Manganza. Étaient à bord le camarade Ekamba et quelques militaires bérets verts dont j'ignore les noms. Le sous-lieutenant Manganza descend de la Land Rover et me demande de mettre son voisin Ekamba en sécurité, qui selon lui était menacé d'insécurité. Il me demande d'aller le déposer à un lieu plus éloigné accompagné des 4 militaires et nous allâmes le déposer à Makala. Je précise bien que Manganza nous suivait dans la Land Rover jusqu'au lieu précité, à Makala. Pendant que les passagers débarquaient de ma voiture, un des militaires me donna un coup de crosse à la cuisse droite et me demandait de sortir dardard du camp. Je suis parti, arrivé au pont du jeu, j'ai été intercepté par les militaires assurant la surveillance du pont et je n'étais relaxé que lorsque l'alerte sonnait. De là, je me suis rendu à l'arrondissement et j'ai fait le compte rendu aux miliciens de ce que j'avais vécu. Je suis rentré dans mon bureau et j'ai tenté de téléphoner au commissaire politique, le camarade Itsumu Théophile. Mais le téléphone ne marchait pas. Quelque temps après, les membres de la cellule du parti comme les miliciens rentraient dans l'enceinte de l'arrondissement. Auparavant, j'avais confectionné un plan de défense de l'arrondissement, ensemble avec les responsables politiques tels que
les camarades Théophile Etsou, Pambou Pierre-André, Kombo Matsiona, Franklin Boukaka et moi-même. Nous avons corrigé le plan de défense. Nous nous sommes repartis les tâches par la suite. Je devais m'occuper des problèmes militaires parce que responsable des miliciens de l'arrondissement et les autres, les tâches politiques. En ce qui me concerne, je rassemblais les miliciens par compagnie et j'assurais la distribution d'armes. Ceci se passe aux environs de 7 heures. Sitôt après, arrivent les camarades Maudit Leno Massengo, Pierre Nzé, Henri Lopez et Madame Paca. Ils étaient interceptés par une foule incontrôlée alors qu'ils longeaient l'avenue des Trois Fonds à bord d'une voiture de marque Peugeot 404 appartenant au ministre Lopez. Ces derniers sont rentrés en discussion avec la foule. Je m'avançais vers l'avenue et les ai accueillis et les ai conduits dans la salle de mariage en leur promettant que je venais discuter avec eux. Cependant, Madame Paca m'affirme qu'elle devait se rendre dans sa famille non loin de l'arrondissement. Débordé, j'ai donné mon accord. Je sors avec la première compagnie pour le dispositif de défense. Le long de l'avenue Maluango, je ne revenais que 45 minutes après. Dans la salle, comme dans le bureau, je ne retrouvais pas les 3 responsables cités. Posant la question à ceux qui étaient restés, ils me disaient qu'ils étaient embarqués par des militaires pour une destination inconnue. Mon imagination était attirée sur le premier lieu, c'est-à-dire Makala. Je suis resté un instant à l'arrondissement et je voyais venir Mafuta Kitoko Georges, fonctionnaire aux affaires étrangères. Je lui demandais de sortir avec moi et nous nous sommes dirigés avec quelques miliciens vers le dispensaire de Bakongo. Ceci pour me permettre de reposer ma mémoire. Nous y sommes restés jusqu'à 13 heures pour le contrôle des voitures, ordre que nous avons reçu de la direction centrale des milices. De là, nous entendons un coup de feu tiré par les éléments de l'arrondissement numéro 1. Paniqués, nous nous sommes rendus à l'arrondissement. De là, nous avons pu constater la venue du camarade Ambroise Nomazalaï, membre de la cellule du parti de l'arrondissement numéro 2 et qui prodiguait des conseils aux miliciens. Il devait être au moins 14 heures. Je faisais le compte rendu de tout ce qui s'était passé dans la journée et que j'avais vécu pendant son absence à l'arrondissement, notamment l'arrestation de certains membres responsables politiques. Il est à signaler la présence sur la véranda du lieutenant Berry et de 3 autres militaires. Le lieutenant Berry m'avait dit qu'il était dans une situation difficile au quartier général et qu'ils étaient là pour se reposer. L'un d'entre eux me dira que si vous avez des tenues des miliciens, vous pouvez nous les donner pour qu'on ne nous reconnaisse pas. Je prenais 4 tenues que je remettais au lieutenant Berry. Sur le champ, ils se sont revêtus de la nouvelle tenue. Le lieutenant Berry et ses 3 militaires sont restés à l'arrondissement avec les miliciens dans la matinée du 22 février 1972 jusqu'à l'arrivée du président de la République. Pendant que j'avais effectué une sortie, j'apprenais à la radio l'arrivée du chef de l'État, car effectivement, quelques instants auparavant, j'avais vu passer le Fokker. Je suis reparti à l'arrondissement informer le camarade Nomazalaï sur l'arrivée du président. Le camarade Nomazalaï téléphona aussitôt à sa résidence pour s'assurer de son arrivée. Le camarade Nomaz et le camarade président avaient eu une conversation téléphonique. De là, le camarade Nomaz me demande de le conduire jusqu'à la résidence et nous y sommes rendus en compagnie du milicien Bumpeni Vincent. Nous sommes rentrés dans la résidence du président pour lui faire le compte rendu des événements de la journée tels que je les avais vécus à l'arrondissement. Mais malheureusement, j'ai été bousculé par les camarades combattants. Saignant, le président m'a tendu une serviette et je n'ai eu le temps de m'entretenir avec lui. Quelques instants après, les combattants me conduisent au bureau de l'état-major. De là, nous avons été conduits à la maison d'arrêt, le camarade Bumpeni et moi. Alors, la première question.
avez-vous eu la visite de l'officier de la paix en la personne de Zobi en compagnie des 2 autres camarades dans votre arrondissement? Si oui, dites-nous ce qui se serait passé entre vos miliciens et eux. Non, je n'ai pas vu Zobi et ses compagnons à l'arrondissement. Si ces derniers s'étaient rendus à l'arrondissement, c'est donc à mon absence. Une autre question. Franklin Bukaka était-il à votre arrondissement au moment des événements? Si oui, quel a été son emploi du temps? Oui. Réponse donc de Maïtoukou, oui. Franklin Bukaka était à l'arrondissement en sa qualité de vice-président du comité révolutionnaire chargé de la jeunesse. Il était chargé des activités politiques. Une autre question. Est-ce que Franklin Bukaka se déplaçait-il de temps en temps avec quel moyen de transport? Réponse. Franklin Bukaka se déplaçait de temps en temps avec des voitures administratives que les chauffeurs déposent habituellement à l'arrondissement. Question. Avez-vous eu des contacts avec le lieutenant Ange Diawara début de l'année 1972? Je n'ai jamais eu contact avec le lieutenant Ange Diawara à propos du coup d'État, bien que ce dernier soit mon commissaire politique depuis 1967. Une autre question. La sirène sonne. À quoi pensez-vous? Réponse. Je pense d'abord à la mobilisation générale des miliciens, des membres de la cellule et de toutes les organisations des masses de l'arrondissement. Ceci selon les dernières consignes qui nous étaient données par le Parti congolais du travail après le mouvement du 23 mars 1970. Question. Que pensez-vous de l'acte que vous venez de commettre? Réponse de Maïtoukou. D'abord, dès lors qu'il y a un parti d'avant-garde, tout coup d'État est considéré comme un acte réactionnaire. Ensuite, dans un parti d'avant-garde, les problèmes se résolvent à base de discussions au sein du parti. Ceci est un principe qui régit les partis marxistes-léninistes du monde. Ceci devait être autant pour les événements que nous avons vécus, car le Parti congolais du travail est un parti marxiste. Je n'ai plus rien à déclarer, sinon la justice pourra se baser sur ma déclaration. Lecture faite, persiste et signe. Alors, il y a une mention. Mentionnant que le lieutenant Berry et 3 militaires qui ont apparu dans la déclaration de M. Antoine Maïtoukou seront entendus et feront l'objet des procès-verbaux réguliers. Mentionnant également que M. Pambou Pierre-André, cité par M. Maïtoukou, fera également l'objet d'un procès-verbal régulier. Fait et clos à Brazzaville le 25 février 1972. Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Forum FM 105. Vous fait voyager. Maintenant. Forum FM 105. C'est beau comme un camion. C'est beau comme un camion. Et ça roule plus vite. Plus vite. Forum FM 105.8. Alors, nous passons à l'audition de Malonga Minimbu Jean Saturnin, alias Dulip. Alors, je me nomme Malonga Minimbu Jean Saturnin. Je suis de nationalité congolaise. Je suis né le 20 décembre 1950 à Pointe-Noire. Je suis fils de Malonga Saturnin et de Minimbu Henriette. Je suis militaire de l'armée populaire nationale en service au groupement aéroporté à Brazzaville et élève au lycée technique d'État, section agricole. Je suis domicilié 122 avenue Eugène Kakou à Bakongo. Je n'ai jamais été condamné et jamais poursuivi en justice. Sur les faits, tout a commencé dans la nuit du 21 au 22 février 1972. Je me trouvais chez moi en train de préparer un devoir de dissertation quand est arrivé un jeune garçon dont le nom m'échappe qui m'apprend qu'il vient de constater un certain mouvement chez les militaires, précisément à la Poudrière. Il m'a posé la question de savoir pourquoi ces précautions. Je lui ai expliqué que j'étais au courant de rien et que ce n'était pas possible
qu'il y ait quelque chose. Ce garçon est reparti et je suis resté continuer mon devoir. Quand j'ai eu faim, j'ai abandonné mon travail et je suis allé manger chez ma mère domiciliée au 45 rue Lamy à Bakongo. Mon repas terminé, j'ai regagné chez moi, mais au lieu d'aller à la maison, je me suis dirigé à l'arrondissement 2 à la recherche de Kinwani Sosten ou de l'adjoint-maire Maïtoukou Antoine. Malheureusement, parmi les deux, je n'ai trouvé ni l'un ni l'autre. À l'arrondissement 2, les camarades miliciens présents m'ont demandé si les militaires avaient des exercices à pratiquer ce soir. Ma réponse fut négative. Je suis allé à la maison pour revenir ensuite au même arrondissement dans l'espoir de retrouver le camarade Maïtoukou. Au fur et à mesure que les miliciens venaient à la commune de Bakongo, les rumeurs selon lesquelles il y aurait un mouvement en ville probablement prenaient des dimensions importantes. Il était 21h environ. Le camarade Maïtoukou ne venait pas encore et je suis resté avec les miliciens en train de l'attendre. Comme l'atmosphère devenait inquiétante selon les rumeurs, j'ai donc pris la décision de passer la nuit ensemble avec les miliciens. Toute la nuit, il ne s'est rien passé, donc le matin du 22 février 1972, vers 5 heures, on entend les rafales en direction du BI. Quelques miliciens de l'arrondissement 1 sont venus nous confirmer qu'effectivement les coups de feu de tout à l'heure proviennent du BI sans autre précision. C'est à ce moment qu'un bruit circulait, que les cadres de droite ont tenté d'arrêter ceux de la gauche. C'est ainsi que le BI s'est rebellé. Voulant suivre les émissions, nous avons pu capter la voix de la révolution passant par le relais de Pointe-Noire. Nous avons, malgré les parasites, entendu la voix du camarade président invitant les populations au calme. Pendant ce temps, une voiture de marque Peugeot 404 de couleur bordeaux, à bord de laquelle se trouvait Moudi Lenonze Lopez, une femme de l'URFC dont j'ignore l'identité, plus le chauffeur. Cette voiture venait de la direction de l'arrondissement 1. Derrière suivait une Jeep militaire qui a tout de suite pris à bord les trois camarades Moudi Lenonze Lopez et la femme de l'URFC. D'après les dires du chef de bord, il s'agissait d'assurer la sécurité de ces trois camarades et qu'il fallait les amener ailleurs. Avec Boukaka Franklin, nous avons pris la voiture civile 404 pour sillonner à travers les deux arrondissements pour expliquer cette situation dans les établissements scolaires. Le camarade Boukaka avait avec lui un mégaphone. Nous sommes allés d'abord au collège Saint-Joseph de Bakongo, où il a eu à dialoguer avec les responsables de cet établissement. J'ignore ce qu'il leur avait dit, car j'étais resté dans la voiture. Ensuite, nous sommes allés au collège annexe. Là, il n'a pas eu quelqu'un pour bavarder. Après, ayant compris cette difficulté, nous avons été contraints de regagner l'arrondissement 2. Boukaka Franklin est descendu de la voiture et je suis allé accompagner un milicien qui avait les drapeaux à récupérer chez lui. Au cours de notre trajet, ce milicien s'est accaparé du mégaphone et commençait à lancer des slogans que la révolution était l'affaire de tous et non celle du Nord. Vive le drapeau rouge, et que s'il y avait quelqu'un avec le drapeau vert, jaune, rouge, il serait maté. Revenu à l'arrondissement 2, le camarade Boukaka s'est amené pour me demander de le conduire vers le lycée où un incident s'était produit. Par la même occasion, on allait rencontrer l'adjoint au maire arrivé au centre médical qui se situait à côté du lycée Saint-René de Brazza. Est arrivé un chauffeur dans une 404 ministérielle accompagné de deux policiers qui nous ont demandé de leur remettre la voiture que nous utilisons. Après quelques discussions, nous avons quand même conservé la même voiture pour continuer nos déplacements. Arrivé à hauteur du lycée, nous n'avons pu trouver l'adjoint au maire, mais nous avons constaté qu'un milicien avait tiré sur une voiture et qu'il n'y avait pas de victimes à déplorer. Seulement, la voiture endommagée. Nous sommes partis informer les miliciens de l'arrondissement 2 de cet incident. Là est arrivé le camarade Itsu à bord de la voiture ministérielle que nous devions échanger
après une petite mise au point avec le camarade Itsou, nous avons estimé lui remettre la voiture civile que nous avions et nous munir de la 404 administrative. Je précise que le camarade Itsou est resté à l'arrondissement 2. Boukaka et moi, nous sommes allés à l'arrondissement 1. Là-bas, j'ai eu à conduire le camarade Mafuta au BI. Avant d'arriver à hauteur de la station Texaco, nous avons croisé le camarade Niamankessi qui nous explique que les éléments de droite ont eu le dessus et chacun de nous devait savoir ce qu'il allait à faire, car en fait, c'est le désarroi. Nous n'étions pas encore arrivés au BI quand nous avons vu venir à pied le camarade Atondi qui me priait de l'aider à récupérer ses bouquins qu'il aurait déposés à l'arrondissement 1. Je me suis exécuté et nous avons rebroussé chemin. Quand nous avons fini de récupérer les livres, nous avons fait un tour chez ma mère où j'ai récupéré quelques morceaux de manioc, un peu de viande, et puis nous nous sommes dirigés chez moi pour me munir de mes chaussures de bourse, d'un survêtement de sport, d'une couverture et d'un paille. Compte tenu du changement de situation, la seule chance pour nous était de sortir hors de Brazzaville. Nous avons emprunté la nationale 1 pour nous diriger vers Kinkala. C'était aux environs de 14 heures. Jusque-là, nous n'avons pas été contrôlés. Dans la même lancée, nous avons atteint Matumbu pour nous retrouver à Mindouli, où nous avons été appréhendés par les militaires de la police militaire. Ces derniers, après un contrôle d'identité, nous ont déshabillés et nous ont transférés jusqu'à Kinkala, qui finalement nous a dirigés sur Brazzaville. C'est tout ce que j'avais à vous déclarer après lecture faite par lui-même, le nommé Malonga Minimbu Jean Saturnin, signe avec nous, l'officier de police. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105. Forum FM 105. Moi j'aime. Forum FM 105. C'est beau comme un camion. C'est beau comme un camion. Et ça roule plus vite. Plus vite. Forum FM 105.8. Alors nous poursuivons donc les auditions dans l'affaire du M22. Il s'agit cette fois-ci de Nzombo Gilbert. Alors, sur son identité, je m'appelle bien Nzombo Gilbert, je suis de nationalité congolaise, je suis né le 19 juin 1950 à Dongo, région de la Likwala. Je suis fils de Ngombe Guillaume et de Peya Yvonne. Je suis célibataire, père d'un enfant. Je suis caporal-chef dans l'armée populaire nationale. Je n'ai jamais été condamné ni poursuivi en justice. Je suis domicilié à la base aérienne numéro 1 à Brazzaville. Sur les faits, Nzombo Gilbert déclare ceci. En 1969, alors que je faisais mon CAT1, j'ai fait connaissance du sergent Oluka en tant que militaire détaché à l'époque à la direction politique à l'armée, car nous avons eu à nous rencontrer plusieurs fois au camp de l'artillerie où il m'expliquait des leçons de topographie et de l'armement. Partant de là, donc, nous avons créé des liens d'amitié plus étroits. Il y a 3 mois, plus précisément à l'époque des dernières assises du comité central tenues au lendemain de la grève des élèves et étudiants, le sergent Oluka est venu me voir à la direction des milices. Il m'a dit qu'une information portée à sa connaissance faisait ressortir que le commandant Yombi s'apprêtait à faire un coup d'État avec les anti-révolutionnaires. À ma question de savoir quels étaient les anti-révolutionnaires, le sergent Oluka m'a répondu qu'il repasserait me voir dans 2 jours pour me révéler les noms des intéressés. Juste au terme de ce rendez-vous, je me suis rendu au domicile du capitaine Sassou Nguesso, à qui j'ai fait part de cette révélation, lui disant tout simplement
que la situation était mauvaise, qu'il y avait l'agitation de la réaction, et si au niveau des responsables politiques, il n'avait pas été prévu une violence révolutionnaire. Il m'a dit à son tour ce qui suit. Nous suivons la situation. Parti de chez le capitaine, j'ai regagné la direction des milices populaires où Oluka m'attendait. Sans tarder, je lui ai demandé les noms des composants du coup d'État. Il m'a alors fait entendre, sans citer un seul nom, que le commandant Yombi s'apprêtait à déclencher le coup d'État, que l'économie du pays était presque morte, que les camarades nordistes se servent d'un tribalisme trop en vue, que si nous ne faisons pas attention, nous Congolais risquons de nous diviser. Parlant de l'économie, il a ajouté que la Chine venait d'être admise à l'ONU. Nous aurions pu contacter plus d'accords avec ce pays qu'avec la France ou les autres pays capitalistes. C'est à ce moment que je lui ai demandé son point de vue sur l'ensemble des problèmes que je viens de vous évoquer, à savoir le coup d'État, les anti-révolutionnaires, la mort de l'économie et le tribalisme des nordistes. Pour lui, si le coup est orchestré par Yombi, il ne marcherait pas. Poursuivant notre entretien, j'ai promis de faire un sondage d'opinion, après quoi je lui apporterai des renseignements. C'est ce je suis rentré à la base où étant, je fis venir chez moi le sergent Nzanza, auprès de qui je voulais m'enquérir sur les points suivants. Le tribalisme, l'économie, la division au niveau des nordistes et le changement de l'appareil de l'État, tout en lui expliquant qu'en temps de paix, les nordistes ne se reconnaissent pas, mais ce n'est que quand il y a des histoires qui se retrouvent. Il ne m'a pas répondu à tous les points ci-dessus évoqués. Son mutisme m'a conduit à déduire que l'information de Luka était dénuée de tout fondement. Si j'ai entendu quelque chose de la bouche du camarade Nzanza, c'est seulement quand il m'a parlé de la contradiction qui existe entre le sous-lieutenant Bongo Camille et lui, tout en précisant que depuis l'existence de cette contradiction, il lui apporte plus de renseignements. Je n'ai pas cherché à comprendre quel genre de renseignements il apportait au sous-lieutenant Bongo. Comme je vous l'ai dit plus haut, les faits que je viens de vous relater se sont passés entre décembre 1971 ou mieux entre janvier et février 1972. Pour en finir avec Zanza, je lui ai prodigué quelques conseils par lesquels je lui fais comprendre que le camarade Bongo est un responsable militaire comme lui et que dans ces conditions, il conviendrait de trouver un terrain d'entente. Après Zanza, vers la fin du mois de janvier, je suis allé voir le capitaine Kouma à son domicile. Je lui ai parlé qu'une situation se préparait, ou bien mieux dit qu'un coup d'État se tramait. J'ai été amené à me rendre chez le capitaine Kouma parce que je prétendais à un prêt d'argent auprès de la trésorerie de l'armée populaire nationale dont il est responsable. À son bureau, il m'a été dit que le capitaine Kouma se trouvait chez lui parce qu'il avait mal aux pieds. La réponse du capitaine Kouma était la suivante. « Petit frère, je ne suis que la révolution. S'ils veulent faire leur coup d'État, c'est leur affaire. » Sur ce, j'ai pris congé du capitaine et je regagnai mon bureau. Le lendemain, toujours au mois de janvier, j'ai reçu la visite du sergent Oluka à mon bureau qui m'a relaté les mêmes faits. Là encore, je lui ai répondu que je ferais un travail de sondage. Cette fois-ci, alors que je me rendais à Mpila, au service auto de la PN, je me suis croisé avec le lieutenant Moussambouté à la hauteur de l'enceinte de l'état-major général. Le susnommé m'a invité à prendre un pot avec lui au mess miss de garnison. Auprès de ce lieutenant, j'ai fait le même travail de sondage. Je me souviens très bien que Moussambouté n'avait pas répondu au sondage et que je lui avais fait, mais il m'avait tout simplement dit que le haut commandement de la PN a songé cette fois-ci à lui
par son affectation à la zone 6 à Imfondo en qualité de commandant de zone. Après avoir bu, nous nous sommes séparés et j'ai continué à Mpila. J'ai oublié de vous dire que le lieutenant Moutsamboté m'avait fixé un rendez-vous pour le lendemain à 18h auquel je ne m'étais pas rendu par manque de moyens de locomotion. Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Forum FM 105.8 vous fait voyager. Maintenant, on a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Le 18 février, j'ai été appelé au deuxième bureau de la PN qui m'a posé les questions suivantes. Que pensez-vous de la situation politique actuelle? Avec qui avez-vous l'habitude de traiter politique? Auriez-vous parlé à des tiers d'un changement quelconque? Je n'avais pas répondu à leur première question car je la trouvais très large. En effet, elle sous-entendait la situation politique, économique, culturelle ou religieuse. En réponse à leur seconde question, je leur ai déclaré que j'avais l'habitude de causer politique avec tous les militants, malgré leur insistance sur le point de savoir nominativement les gens avec qui je causais. Je ne leur ai avancé aucun nom. Toutefois, je leur ai signifié que durant ces nombreux contacts, je n'abordais que le sujet de la fonction publique. Comme je viens de le dire plus haut, pour répondre à leur troisième question, j'ai méconnu avoir parlé à qui que ce soit d'un changement quelconque. Cependant, je leur ai répété que mon unique sujet était la refonte de la fonction publique. J'ai oublié de vous dire qu'au deuxième bureau, on m'avait également demandé s'il y avait des anti-révolutionnaires au Congo. À cette question, j'ai répondu que je n'en connaissais pas. Après cet interrogatoire, avant de me rendre chez moi, j'avais averti les camarades du deuxième bureau de ce que, de retour au camp, j'allais tenir informé ou mieux rendre compte de cette interrogation à mon président de cellule. J'ignore personnellement si la trame des événements actuels est à l'origine du camarade Bongo qui préparait son coup d'état avec Diawara, car je lui avais rendu compte de mon invitation au deuxième bureau. Le lundi 21 février 1972, vers 10h, Oluka est venu me voir à mon domicile et m'a dit que le camarade Diawara tenait à me rencontrer le soir vers 19h. J'ai demandé à Oluka de venir me chercher quelques minutes avant l'heure indiquée avant de me conduire chez Diawara, afin de me conduire chez Diawara, parce que je ne disposais pas de moyens de locomotion. Oluka m'a demandé si je me portais bien et si j'étais à mesure de faire du sport. Je lui ai répondu que j'étais à mesure de courir, mais que je ne pouvais pas faire des tractions ou des pompes en raison de la luxation des articulations au niveau de mon poignet gauche. Il m'a rassuré que ce n'était rien et que je pourrais tenir. Malheureusement, jusqu'à ce jour, je ne l'ai plus revu. Je l'avais attendu jusqu'à 21h environ, et s'il était venu, je m'y serais rendu afin de connaître l'opportunité de cet appel. Après cette vaine attente, je me suis mis au lit jusqu'au moment où j'ai entendu des coups de feu, quelque temps avant l'alerte. Ces coups de feu ont été tirés dans l'enceinte de notre camp du GAP. Je me suis réveillé et me suis précipité au poste de contrôle pour demander ce qui se passait. J'ai été reçu par le sous-officier de permanence, le sergent Mbaya Mapuma, qui m'a appris qu'il s'était produit un incident entre deux sergents non identifiés et le sergent-chef Tsukasa Kom. En ce moment précis, j'ai entendu sonner l'alerte. J'ai omis de vous dire qu'avant de me rendre au poste de contrôle, je m'étais muni d'un PEM MAT 49 que j'ai toujours gardé sur moi pour des raisons de sécurité. Comme je vous l'ai dit plus haut, lorsque j'avais rendu compte au camarade Bongo de mon audition au deuxième bureau, je lui ai fait remarquer que je me trouvais dans l'obligation de garantir ma sécurité. C'est ainsi que le 19 février 1972, m'étant rendu à la direction des milices dans la journée, j'ai pris 2 PEM tchèques et un MAT 49, 2 PPC HA et un certain nombre de munitions pour chaque espèce d'arme. C'est ainsi que j'ai pu garder chez moi 6 armes individuelles,
Je précise que je n'ai jamais pris ou gardé ces armes dans l'intention ou dans l'éventualité d'un coup d'État, mais plutôt pour garantir ma sécurité, parce que j'avais été entendu au deuxième bureau et en souvenir des faits vécus au temps de Massamadeva en pareille circonstance. Je suis resté au poste de contrôle jusqu'à 6 heures du matin lorsque, n'ayant pas vu venir notre véhicule, j'ai eu l'initiative de téléphoner à la direction des milices et j'ai indiqué mon nom au standardiste qui m'a indiqué quelque temps après que ça sonnait à la direction des milices et que personne ne répondait. Ayant raccroché le combiné, j'ai été rejoint par le caporal-chef Ngafula, qui nous a déclaré que la première compagnie avait décidé de ne plus recevoir les camarades d'autres corps, ni les ordres des officiers du JAP, car ces derniers étaient fous. J'ai réagi en lui disant qu'il ne pouvait pas en être ainsi, car l'état-major ne pouvait commander qu'à travers ses officiers, que rien ne prouvait qu'ils étaient fous et que nous pouvions recevoir des informations par les camarades d'autres corps. Je lui ai également fait ressortir que nous avons 4 compagnies au GAP, qu'avant de prendre une telle décision, la première compagnie se devait de contacter les autres compagnies. En conclusion, j'ai déclaré que c'était de l'agitation. Quelque temps après, 2 combattants de la première compagnie sont venus me dire que le sergent Okaband voulait me parler. Je suis allé le voir. Il était entouré de plusieurs collègues de sa compagnie quand il m'a demandé pourquoi j'étais en train de parler de lui. Je lui ai relaté ce que j'avais dit auparavant au caporal-chef Ngafula. Il m'a répondu que celui-ci lui avait donné une autre version, puis il a ajouté que si je connaissais les faits, il devra m'arrêter. Après cet échange de mots, je suis rentré chez moi où j'ai abandonné mon arme. Je suis ressorti pour l'état-major, chemin faisant à hauteur de la ferme Ngamaba. J'ai rencontré un groupe de militaires armés se dirigeant vers le JAP. Quand ils m'ont vu, ils se sont arrêtés et m'ont demandé si j'étais Nzobo, au sujet de qui ils ont eu un coup de téléphone. Je me suis arrêté et confirmé mon identité. Ils m'ont arrêté, puis ils se sont mis à me battre. J'ai pris peur et je me suis évadé. Ces militaires n'ont pas fait usage de leurs armes. Ceci s'est passé vers 9 heures. Je n'ai pas reconnu un seul de ces militaires. Du 22 au 24 au matin, je me trouvais dans la forêt. J'ouvre une parenthèse pour vous dire que le soir du 22 février 1972, où j'avais réussi à fuir, j'ai eu l'idée de rencontrer le commandant Yombi, à défaut le capitaine Mwasiposo. Ayant réfléchi, j'ai repoussé mon intention de me rendre chez le commandant Yombi, parce que je savais sa maison gardée, et j'ai décidé de me rendre chez Mwasiposo. Profitant de l'obscurité de la nuit, j'ai progressé jusqu'à hauteur de sa maison, qui était elle aussi gardée, pour signifier que j'avais tenu à me présenter et que j'avais progressé jusqu'au domicile de Mwasiposo. Je fais ressortir que j'avais remarqué un sous-vêtement accroché au séchoir. Je précise en outre que les blessures diverses que je porte proviennent de ces militaires qui m'avaient arrêté et qui m'ont battu. C'est-à-dire que ce sont eux qui m'ont poussé à prendre la fuite. Comme je l'ai dit plus haut, je tenais à rencontrer ces 2 responsables pour me justifier. Si je n'ai pu les voir, c'était par peur d'être appréhendé et maltraité par la garde placée aux alentours de leurs domiciles respectifs. Le 24, donc, quoi qu'il advenait, j'ai tenu à me présenter à la maison d'arrêt de Brazzaville après m'être renseigné au district de Ngamaba auprès d'un passé sur l'emplacement où étaient gardées les personnes en état d'arrestation. Comme je disposais d'une somme de 1500 francs CFA, j'ai préféré emprunter un taxi que j'ai payé 400 de course de Ngamaba à la maison d'arrêt. De là, j'ai été transféré aussitôt après à l'état-major où j'ai été présenté au capitaine Mwasiposo.
Une chose est certaine, si je me sentais concerné dans l'affaire du coup d'État, manqué, je dis la vérité, que je ne me serais pas présenté. Cependant, je reconnais ma faute qui est celle d'avoir fait le sondage à la suite de l'information que me livrait Oluka concernant le coup d'État de Yombi avec les anti-révolutionnaires. Je livrais à mon tour la même information à des gens, non pas en des termes différents, mais exactement comme me le rapportait Oluka. Question. Alors pourquoi t'es-tu abstenu d'avancer les différents noms que tu viens de communiquer dans ton audition lorsque le deuxième bureau t'avait interrogé le vendredi 18 février 1972? Je m'étais abstenu de les citer d'une part parce que j'avais pris peur du cas du BI où Mamoy et Liboto avaient été licenciés pour avoir informé le haut commandement de la situation qui se passait au BI après le congrès du comité central d'autre part. C'est parce que j'avais trouvé plus commode de procéder ainsi devant le deuxième bureau, qui m'avait posé plusieurs questions comme si j'avais été accusé. J'aurais souhaité que le capitaine Sassou, à qui j'avais livré l'information, m'associe à un camarade du deuxième bureau pour suivre l'information. C'est maintenant que j'apprends que j'avais été interrogé par le deuxième bureau à la suite des différents contacts que j'aurais pris avec certains militaires et combattants de la place et en les informant que j'allais faire au mieux participer à un coup d'État avec les anti-révolutionnaires. Question. En dehors de Bongo Camille, qui est ton président de cellule, à qui d'autre as-tu rendu compte de ton interrogation au deuxième bureau? Réponse. C'est d'abord Bongo Camille qui avait rendu compte à toute la cellule une partie de ce que je lui avais dit sur mon interrogatoire au deuxième bureau. Comme notre cellule est composée de 30 personnes, plusieurs militants devaient en être tenus au courant sans que j'aie eu à le répandre. Toutefois, c'est moi-même qui ai informé Zanza de cette situation. Je signale en passant que le dimanche 20 février 1972, les sergents Bakekolo et Oluka, tous deux en fuite, sont venus chez moi pour se renseigner sur la teneur de mon interrogatoire au deuxième bureau. J'ai promis de le leur expliquer après, puis je suis allé à la chasse. Si les gens pensent que c'est moi qui ai précipité les événements à la suite de mon interrogatoire du deuxième bureau, cela est relativement faux. S'ils ont joué leur coup, c'est sans doute parce que Bongo Camille leur avait rendu compte de ce que je lui avais dit. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Lecture faite personnellement, l'intéressé persiste et signe. L'officier de police. Elle fait fondre les graisses, tomber les kilos. Forum. 0% de matière grasse, 100% tube. Forum FM 105.8. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Avant la radio, c'était ça. Maintenant, il y a Forum. Forum FM, enfin la radio. Forum 105.8, la radio des droits de l'homme, Forum FM. Tout simplement www.org. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil des hospitaliers. Nous émettons 24 heures sur 24. Pour nous capter sur Internet, il suffit de taper tout simplement www.frtdh.org. Je répète, frtdh.org.
frtdh.org. Je répète, frtdh en un seul mot.org. Forum FM 105.8. C'est beau comme un camion. C'est beau comme un camion. Et ça roule plus vite. Plus vite. Forum FM 105.8. Ça devient... Forum FM, radio de Moao. Allô, radio de Moao. Allô, radio de Moao. Forum FM, radio de Moao. Allô, radio de Moao. Allô, radio de Moao. 105.8 Radio Forum. Radio et droit de l'homme. La voix de sans voix. Okoyoka sango ya français. Sango ya lingala. Sango ya munukutuba. Sango ya Afrika. Sango ya Europa. Amerika na Asia. Vous avez demandé la musique, ne quittez pas. Forum FM 105.8. Vous avez demandé la musique, ne quittez pas. Oye, mi amore, baile, baile, cha, cha, cha. El nuevo ritmo del celular, venga para danzar. Oye, mi amore, baile, baile, cha, cha, cha. El nuevo ritmo del celular, venga para danzar. Moi, j'aime. Oye, mi amore, baile, baile, cha, cha, cha. El nuevo ritmo del celular, venga para danzar. Niña como no, muchacho. Niña como no, corazón. Niña como no, muchacho. Un baile nuevo ritmo, el ritmo tropical, el ritmo congolesa. Niña como no, oye. Niña como no, muchacho. Niña como no, corazón. Niña como no, muchacho. Niña como no, corazón. Forum FM 105.8. Oh Maurice Joignon. C'est Jimmy. Niña como no, muchacho. Yeah, niña como no. Ajá, niña como no. Niña como no. Niña como no. Niña como no. Oye, niña como no, muchacho. Niña como no, corazón. Forum FM 105.8. Moi, j'aime. Bon bah c'est pas tout ça que j'en étais moi. Forum FM 105.8. Géant. Génial.
Forum FM 105.8. Kenya, na Tanzanie, na Zambie, na Malawi, na Burundi, Madagascar, na Éthiopie, na Ouganda. Attachez vos ceintures, Forum FM 105.8. Maintenant. Na Algérie, na Somalie, na RAE, na Tunisie, na Maroc, na Kinshasa, na Brazzaville, na Circule. Toyembinyonso peba seku ebilombe moyo kaka one seku yalomeka. Tous les tubes que vous aimez. Vraiment tous les tubes. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. C'est beau comme un camion. C'est beau comme un camion. Et ça roule plus vite. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Oh Maurice, Joignon. C'est génial. Bon bah c'est pas tout ça, vous en aidez moi. Forum FM 105.8. Géant. Forum FM 105.8. C'est beau comme un camion. C'est beau comme un camion. Et ça roule plus vite. Forum FM 105.8. Ça devient passionnant. Forum FM 105.8. Osenga kafala kaya kokoto
moko bibie bibie soni na yo moko bibie Moi j'aime. Beside